bonsoir. Monaco face au Covid-19, émission spéciale crise sanitaire numéro 34. Moins il y en aura, mieux ce sera. En ce moment à Monaco, le foot, c'est très underground. Ah, ils sont forts quand même, mais ça reste le Baldé débutant face à Keita Baldé, jeu de mots. Au sommaire ce soir, les deux chefs de file des élus monégasques. Le maire, Georges Marsan, sera avec nous en duplex pour revenir en détail sur la distribution des masques, bien sûr, mais également la distribution des courses et des repas. Puis nous rejoindrons Stéphane Valéry, car le Conseil national doit examiner et voter demain le budget rectificatif pour prendre en compte les dépenses nouvelles dans le cadre de cette crise. On parle quand même de 300 millions d'euros. Avant cela, nous retrouvons Alexandra Pani pour le Point Info. Bonsoir Yann Anthony, nous ouvrons ce point information avec cet appel lancé par le GHR Mulhouse Sud-Alsace auquel le centre hospitalier Princesse Grace a répondu. On le sait, le Grand Est est l'une des régions les plus touchées de France. La directrice du CHPG, Benoît de Sévelin, l'avait annoncé dans notre émission. Des médecins, anesthésistes, réanimateurs du CHPG ont été envoyés en soutien il y a une dizaine de jours. Et à partir de cette semaine, ce sont des infirmiers anesthésistes et des aides-soignants de réanimation qui sont également partis en renfort pour venir aider les équipes médicales qui commencent à fatiguer dans ces régions très touchées par la pandémie. Le centre hospitalier Princesse Grace a justement reçu la visite ce lundi du prince Albert II. Il a tenu à se rendre sur place en soutien au personnel soignant qui œuvre dans la lutte contre le Covid-19. Vous le voyez à l'image, le souverain s'est rendu dans le service des urgences en pneumologie et à l'unité de prélèvement Covid-19 pour dialoguer avec les principaux acteurs du secteur médical dans cette crise sanitaire. Et dans le registre culturel cette fois, nous avons appris aujourd'hui l'annulation de la grande exposition estivale du Grimaldi Forum, Monaco et l'automobile de 1893 à nos jours. Outre le risque lié à l'affluence du public, c'est le contenu en lui-même et le montage de l'exposition qui ne pouvaient être effectués dans de bonnes conditions. Le public devra donc patienter pour découvrir la cinquantaine de véhicules prévus. Le Grimaldi Forum cherche pour le moment une solution pour ne pas perdre ses 3 années de travail. Pour les impatients, le catalogue de l'exposition sera tout de même disponible à partir de juillet. Et oui, l'annulation de l'exposition Monaco et l'automobile. Monaco, ce petit pays qui n'avait même pas la place de construire un circuit digne de ce nom sur son territoire et qui est malgré tout devenu la capitale mondiale du sport automobile. C'est bien cet esprit-là, Strong Together, que nous devons maintenir. Merci Alexandra. Direction la mairie à présent, où nous retrouvons le maire. Bonsoir Georges Marsan. Bonsoir. Alors, monsieur le maire, vous avez plusieurs opérations en cours, des opérations importantes. Évidemment, commençons par les masques. C'est la mairie qui distribue les masques. Oui, exactement. Le gouvernement princier a constitué un stock de masques important qui va permettre de le distribuer à la totalité de la population monégasque. Donc, la mairie de Monaco, dans sa mission de proximité et forte de son expérience de terrain, va distribuer les masques dans sa première phase. Donc cette première phase consiste à distribuer un kit de 2 masques avec une notice explicative, avec une lettre accompagnée d'une lettre du ministre d'État à la population, aux personnes qui ont plus de 65 ans. Vendredi, on a commencé par Monaco-Ville et par Fontvieille, et l'opération se terminera mardi soir avec cette distribution de 10 000 kits
À 10 000 pour kits. cette population. C'est ça. Les plus de 65 ans, Georges Marsan, à Monaco, ça représente, c'est ça, 10 000 Exactement, personnes? 10 000, on est dans cette pyramide, la basse pyramide. Donc, c'est 10 000 personnes qui vont être à ces masques. Mais vous arrivez comme ça à distribuer à ces 10 000 personnes, ou bien est-ce qu'il y en a qui ne sont peut-être pas chez eux pile à ce moment-là parce qu'ils sont partis faire des courses, etc. Comment ça se passe? Alors, on a nos équipes. Alors, c'est amusant parce qu'il n'y a pas assez des employés qui ne savent pas leur corps de métier, qui ont fait ce travail. Il y a des élus. On s'est rendu évidemment au niveau des conciergeries, dans les grands immeubles. Bon. On a eu, je dois avouer, quelques problèmes avec certaines conciergeries, donc on n'a pas pu distribuer, mais on va rattraper ça dans le cours de la semaine. On appellera les syndics et on pourra les distribuer. Alors j'ai entendu, Georges Marsan, qu'il y avait quand même pas mal de gens qui se présentaient à la mairie parce qu'ils disent « j'ai pas eu mes masques ». Qu'est-ce que vous leur dites ? Oui, alors moi ce que j'ai dit, nous on fait la première phase de la distribution. Cette première phase de la distribution. La deuxième phase de la distribution, les 16-65 ans, se feront par l'intermédiaire de la Poste. Et la troisième phase, ça sera pour les moins de 16 ans. Les moins de 16 ans, ça sera toujours par l'intermédiaire de la Poste. Mais nous avons un numéro vert qui est le 93 15 28 35, où les personnes peuvent quand même téléphoner s'ils ne l'ont pas reçu. Et on assurera individuellement la distribution. Donc, surtout, ne venez pas à la mairie. On amènera les masques chez vous et après, ça sera la Poste qui les distribuera. Très bien. Je pense que le message est passé. Alors ça, la distribution des masques, c'est donc une des actions importantes entreprises par la mairie. Mais vous continuez aussi à distribuer des repas. Exactement. Nous avions 150 bénéficiaires auparavant. Aujourd'hui, nous avons étendu le service puisque nous distribuons, en plus de nos 150 bénéficiaires d'avant la crise du Covid, 150 à 160 repas supplémentaires. Ces repas sont fabriqués, donc sont constitués au lycée hôtelier, puis distribués donc par nos équipes avec nos chauffeurs. Et nous avons également la Société Monégasque de restauration qui nous fait 70 repas supplémentaires, mais qui sont toujours distribués à partir du lycée hôtelier. Donc aujourd'hui, on a pratiquement multiplié par 1,5 la livraison de ces repas à domicile. Donc ça, c'est très important. C'est sur quels critères? Parce que les 150 personnes que vous évoquiez... Le critère, les 150 personnes qui bénéficiaires, c'était des critères âgées. Qui n'étaient pas sélectifs, c'était sur dossier. Aujourd'hui, nous prenons les personnes de plus de 70 ans ou les personnes fragiles. Vous distribuez également les courses. Nous avons multiplié par 5 la livraison des marchandises à domicile. Donc ça marche très bien. On a multiplié les équipes, on a multiplié les camionnettes de service, multiplié le service de livraison et aujourd'hui ça marche très bien et c'est un service qui est en constante augmentation. Et comment vous arrivez dans ce contexte à multiplier les équipes quand je vois que vos livraisons de marchandises et de courses c'est x5? Où est-ce que vous trouvez les ressources? Ces livraisons à domicile sont gratuites, il faut quand même le dire, comme auparavant. Alors les ressources, parce que nous sommes 800 en mairie, il faut savoir qu'il y a 500 personnes qui sont à domicile et il y en a que 300 qui travaillent sur le terrain ou qui sont en télétravail. Aujourd'hui, tous les gens qui s'occupaient des auxiliaires de vie, les auxiliaires de vie, etc., les crèches, continuent à travailler. Mais il y a certaines personnes qui ne font plus leur corps de métier. C'est-à-dire qu'on augmente les équipes et ce n'est pas forcément des personnes des services. Donc tout le monde met la main à la pâte, mais on arrive à multiplier facilement
les équipes pour assumer notre service. C'est ça, parce que, Georges Marsan, la mairie continue de travailler, les équipes de la mairie continuent de travailler. Je pense par exemple aux crèches pour les personnels soignants. C'est vous? Alors, oui, exactement. On a une crèche qui est toujours ouverte pour le personnel soignant, mais surtout, on a tout le service de maintien à domicile avec les 4 prestations, les auxiliaires de vie, les aides au foyer, la téléalarme et les repas à domicile qui continuent à fonctionner autant qu'avant. On a autant de dossiers, etc. Le service n'a pas baissé de régime. Georges Marsan, dernière question. Vous, en tant que maire et avec vos équipes, c'est vraiment vous qui sentez le pouls de la population monégasque. Vous êtes en contact avec elle toute la journée à travers ces livraisons. Notamment, on sent une population monégasque qui respecte quand même les consignes de confinement et qui a visiblement et qui est plutôt dans un bon état d'esprit. Oui, exactement. On a un sens civique très important à Monaco. Alors, c'est vrai que je suis beaucoup sur le terrain, je suis sur les marchés, je suis auprès de mes équipes et je rencontre beaucoup de personnes âgées quand même qui se déplacent. Et c'est vrai que les mesures de confinement sont bien respectées par la population monégasque. Les mesures de distanciation sont bien respectées. On leur explique. Dans le cadre, il y a eu beaucoup de questions sur la distribution des masques à la population. Moi, j'ai bien expliqué aux personnes qui distribuaient déjà le message qu'il fallait passer, que ce sont une mesure barrière supplémentaire. Donc, ce n'est pas du déconfinement, c'est une mesure de protection pour se protéger soi-même et surtout pour protéger les autres. Et aujourd'hui, les Monégasques, la population monégasque respecte très bien ces règles et c'est pour ça que l'on a de bons résultats aujourd'hui à Monaco. Merci Georges Marsan, en duplex depuis la mairie de Monaco. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie. Et on revient vers vous, Alexandra Panic. Quelles sont les informations pratiques du jour ? Yann Anthony, en cette période de confinement, nous ne sommes pas à l'abri d'un imprévu, une machine à laver qui lâche, un four qui disjoncte. Ce n'est jamais très plaisant et face à cette huile du quotidien, nous ne sommes pas tous égaux. Alors pour ceux qui ne sont pas de grands bricoleurs dans l'âme, la mission pour la transition énergétique a partagé sur sa page Facebook le compte Spareka, un spécialiste de la réparation. Vous y trouverez pièces détachées et surtout des tutoriels vidéo pour tout réparer chez vous. Fini le gaspillage, on donne une seconde vie à nos objets. Et pour les aînés isolés, les personnes handicapées ou les malades du coronavirus, la Chambre patronale du bâtiment propose à présent un service gratuit pour les petits travaux de dépannage urgent. Les intervenants sont bien entendu équipés de protection. Il suffit de les contacter par téléphone ou par email. Les renseignements sont à retrouver sur le site internet de la Chambre patronale du bâtiment. Vous êtes chaque soir de plus en plus nombreux à sortir à 20h sur vos balcons pour applaudir le personnel soignant et depuis quelques jours, on vous immortalise avec nos caméras pour la bataille des immeubles, les balcons qui affichent souvent les couleurs de la principauté. Alors, petit rappel pour pavoiser correctement, les drapeaux doivent avoir la bande rouge en haut et pour les oriflammes, lorsque nous les regardons, la partie rouge doit se trouver à notre gauche, donc plus d'excuses pour pavoiser correctement. Eh bien, merci pour ces précisions, Alexandra. Mais si le blanc est en haut et le rouge en bas, c'est peut-être aussi le balcon de Kamil Glik, le défenseur polonais de l'ASM. Quoi qu'il en soit, la résistance est en place avec le réseau Malizia. Voici le best-of de vos posts sur Facebook. Will I reach you? Will I reach you?
Le Conseil national examinera et votera demain soir le budget rectificatif pour tenir compte des mesures pour faire face à cette crise du Covid-19. Nous rejoignons donc l'hémicycle du Conseil national où nous attend son président. Bonsoir Stéphane Valéry. Bonsoir Yann Anthony. C'est un plaisir de vous avoir pour la 3e fois dans cette émission Monaco face au Covid-19 parce que vous êtes prêté à voter demain soir dans le cadre d'une séance publique du Conseil national le budget rectificatif. Peut-être que vous pouvez m'éclairer, on va faire une séance de le budget rectificatif pour les nuls. En règle générale, il y a un budget rectificatif à l'automne, donc qui est voté en octobre. Là, on se retrouve avec un budget rectificatif en plein mois d'avril. C'est inédit ? Oui, c'est inédit, c'est exceptionnel. C'est évidemment la réaction à cette crise exceptionnelle que vit notre pays, et le monde entier d'ailleurs. Le budget primitif que nous avons voté en décembre dernier de 2020 est totalement bouleversé dans les faits. Il y a plus de 300 millions de dépenses nouvelles qui sont nécessaires pour protéger notre population par rapport à l'achat de matériel médical, pour la réorganisation de notre hôpital, mais aussi pour toutes les aides qui ont été décidées en concertation entre le gouvernement et le Conseil national, pour le chômage, bien sûr, temporaire total renforcé, mais aussi pour toutes les aides aux travailleurs indépendants, aux petites structures. Donc tout ceci fait qu'il y a plus de 300 millions de dépenses nouvelles qui ont besoin de ce vote, car sans ce vote, le gouvernement ne peut pas mobiliser cet argent, hein, c'est la Constitution. Et puis nous enregistrons aussi malheureusement la baisse de recettes de l'ordre de 175 millions, ce qui fait que nous allons voter un budget rectificatif avec un déficit malheureusement historique de près de 500 millions d'euros. Ça, c'est un tiers du budget de l'État. Exactement, puisque le budget avant donc le rectificatif faisait portait sur environ 1,5 milliard. Là, on le passe donc à 1,8 milliard. Quand je suis les débats entre le Conseil national et le gouvernement sur les budgets rectificatifs, je vous entends souvent en désaccord avec les arbitrages qui ont pu être faits par le gouvernement. Cette fois, étant donné qu'il y a eu la mise en place de ce comité mixte entre le gouvernement et le Conseil national pour suivre, pour analyser, pour prendre des mesures face à cette crise, est-ce que vous êtes raccord avec le gouvernement ? Oui, le début de la crise a été un peu difficile. On a dû hausser le ton. C'est vrai que certains au gouvernement voulaient exclure le Conseil national de la réflexion, alors que c'est pourtant notre rôle, que nous sommes les porte-parole naturels des attentes et des besoins de la population, et que nous avons bien sûr un rôle constitutionnel qui est clairement défini par nos institutions. Le prince a tranché. Je crois que désormais les choses sont claires. Donc le comité mixte de suivi qu'il a créé permet donc au gouvernement et au Conseil national de se rencontrer très régulièrement. Nous en sommes déjà à 4 réunions. Nous avons la possibilité, le prince l'a dit, donc le Conseil national a sa place dans le dispositif de réponse à la crise du Covid-19. L'unité, donc tout va bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débat. Je crois que le débat est sain. Alors et justement, l'unité, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas vigilant. Un gros sujet de débat, Stéphane Valéry. Vous l'avez dit vous-même, 1,5 milliard d'euros, ça, c'est ce qui fait l'objet de ce budget rectificatif. Un tiers du budget annuel de l'État, c'est ce dont il est question dans le cadre de ce budget rectificatif. Comment on va faire après ? Est-ce que ça veut dire que le gouvernement et l'État va devoir se refaire, va devoir faire des économies, va devoir couper dans la dépense publique dans les prochaines années ? Il faudra bien évidemment, plus que jamais, être très rigoureux et pragmatique dans la gestion des dépenses publiques. Mais la pire des erreurs serait de supprimer des dépenses d'investissement. Je crois que ce que nous devons préparer ensemble avec le gouvernement, c'est la meilleure possible sortie de crise pour notre pays. Et cela va passer d'abord par la préservation de nos entreprises, de nos commerçants, de nos professions libérales. Je crois que des bonnes mesures ont été prises dans la concertation entre nous, même si, vous le savez, de notre côté, nous trouverons toujours que les dossiers sont un peu trop longs et un peu trop bureaucratiques. Plus on fera vite et plus on fera simple pour aider nos agents économiques et nos salariés, mieux ça vaudra. Mais globalement, nous sommes maintenant en phase. Il va falloir ensuite préparer la relance économique. Et pour cela, nous pensons que les dépenses d'investissement productifs sont indispensables. L'État doit
maintenir sa commande publique. Et il doit plus que jamais veiller, et nous y veillerons à notre place, au respect de la priorité nationale. Il faut que cette relance, qui va passer par des dépenses publiques, profite d'abord et avant tout aux commerçants, aux entreprises, aux entrepreneurs de notre pays. Et nous y veillerons. Comment ça va se passer dans les prochaines années? Parce que j'entends ce que vous dites au niveau de la dépense publique, Stéphane Valéry, mais le budget ces dernières années a été en excédent. Les chiffres de l'État, en gros, ont dégagé un excédent de 4 millions d'euros en moyenne. Si là, on s'apprête à avoir une perte de 500 millions, il va falloir 125 ans pour revenir, pour rétablir la barre. Non, parce que d'abord, nous avons un fonds de réserve constitutionnel qui est très important, donc qui est évalué à plus de 5 milliards d'euros et environ 2 milliards de fonds disponibles qui sont placés donc, en liquidité ou en actions ou en obligations. Donc vous voyez que Dieu merci, et grâce aussi bien sûr à la sagesse de nos anciens à qui il faut rendre hommage, nous avons largement de quoi faire face à cette crise pour le moment. Mais il faut aussi préparer la relance, car un demi-milliard en quelques mois, même si on a 2 milliards de disponibilité à côté, je veux dire derrière nous, à côté de nous, il ne faut pas non plus que ça dure trop longtemps. Donc pour le moment, Monaco est bien armé, mieux armé que beaucoup d'autres pays, justement parce que nous avons ce fonds de réserve, nous n'avons pas de dette publique, parce que notre modèle économique et social a toujours bien fonctionné ces dernières décennies. Alors maintenant, vous convolez ensemble le Conseil national et le gouvernement. Néanmoins, il reste quelques divergences, notamment sur l'allocation de primes. Vous souhaiteriez davantage de primes, notamment et en premier lieu pour les personnels soignants. Oui, vous connaissez mes convictions. Ce qui fait la force de nos institutions, toute la modernité de notre monarchie constitutionnelle, c'est qu'il y a des débats transparents, publics, bien sûr, qui doivent toujours être respectueux, mais qui sont sains entre le gouvernement nommé par le prince et le Conseil national élu par les Monégasques. Il y en aura encore, heureusement, nous sommes dans un pays d'inspiration démocratique et c'est comme ça qu'on prend ensemble les meilleures décisions. Alors pour les personnels il y en soignants. a actuellement, effectivement, Yann Anthony, il y a des débats en cours. Nous n'avons pas encore trouvé un accord sur la définition du périmètre de la prime aux soignants. Nous voulons tous au Conseil national, là encore unanime, après débat entre nous, nous ne voulons pas exclure les non-soignants. Nous voulons que la prime concerne à la fois les soignants et les non-soignants, parce qu'ils se sont tous mobilisés. Ils font partie de la même communauté et nous ne voulons pas de discrimination. Donc au sein de l'hôpital, mais aussi bien sûr au centre Régnier 3, dans les maisons de retraite publiques. Nous souhaitons donc au Cap Fleuri et à Quétudine, nous souhaitons étendre aussi le principe de cette prime aux institutions de soins privées, IM2S, le centre cardio-thoracique, le centre privé d'hémodialyse et la fondation Auto. Ils se sont adaptés aussi, les personnels, et ils méritent qu'on ne les oublie pas. Nous voulons l'étendre enfin aux fonctionnaires de l'État et de la commune qui sont exposés. Nous pensons bien sûr aux agents de la sûreté publique, nous pensons à certains personnels de la mairie, nous pensons à des services qui sont très sollicités, comme la direction du travail, la direction de l'action sanitaire, le Welcome Office. Voilà, donc voilà la position du Conseil. Nous verrons donc demain soir quelle est celle du gouvernement. Et évidemment, tous ceux qui participent à cet effort doivent pouvoir être récompensés. Mais est-ce que vous avez chiffré cette dépense? Ça coûterait combien d'élargir ces primes à tout ce personnel qui est en première ligne? Oui, je crois qu'on est très proche en fait. La position du gouvernement est autour de 3,5 millions. Je crois qu'avec tout ce que je vous ai dit, on est autour de 4 millions d'euros. Donc vous voyez que nous sommes pas très loin et que pour quelques centaines de milliers d'euros, je crois qu'il ne faut vraiment pas discriminer ceux qui méritent qu'on les soutienne. J'ai oublié de vous dire que nous demandons aussi aux sociétés concessionnaires de services publics d'appliquer ce principe d'une gratification pour tous ceux qui permettent aujourd'hui de faire tourner justement ces services publics indispensables à la population. Vous avez également, du côté du Conseil national, fait une proposition de loi pour contraindre tous les propriétaires à faire des efforts, on parle du secteur privé, envers les locataires. Donc là, on est au stade de la proposition de loi. A priori, le gouvernement n'a pas déposé de projet de loi ? Non, et là encore, ce texte a été voté à l'unanimité de tous les élus des Monégasques. Ce n'est pas par hasard. L'État donne l'exemple. Il fait énormément, on l'a dit tout à l'heure, pour soutenir la population et les entreprises. Tout le monde est impacté. Les salariés, beaucoup sont au chômage, certes temporaire, mais ils ont une perte de salaire. Les commerçants, évidemment, les professions libérales, les entrepreneurs sont impactés. Il ne serait pas normal qu'une seule catégorie dans le pays, donc les propriétaires de locaux commerciaux et de locaux à usage de bureau, ne fassent aucun
aucun effort. Nous ne parlons bien sûr que des locataires impactés, dont l'activité est fermée ou dont l'activité est fortement impactée par la crise. Donc là, on parle d'aucun effort, mais quand j'évoque la question avec Jean Castellini, il dit que clairement, la plupart des propriétaires ont fait des efforts et il y a eu des compromis entre propriétaires et locataires. J'ai appelé également Michel Dota qui me dit la même chose. Visiblement, c'est une minorité de propriétaires qui résistent. Oui, d'ailleurs, je tiens à saluer beaucoup de propriétaires qui ont fait des efforts supérieurs, car nous avons voté un texte très modéré, très raisonnable, qui demande 20% de remise pendant un trimestre. Des propriétaires ont fait beaucoup plus de remises. Mais ce qui n'est pas acceptable, c'est qu'une minorité, vous avez raison de le dire, une minorité de propriétaires qui sont intransigeants, qui ne tiennent absolument pas compte des difficultés de leurs locataires, les mettent dans une situation qui peut les conduire à la faillite. Ce n'est pas acceptable. Cet effort minimum de solidarité, pour nous, il doit passer par la loi, parce que seule la loi pourra l'imposer à cette minorité de propriétaires récalcitrants. Stéphane Valéry, je voudrais aussi aborder avec vous la question de l'article 6. Vous avez fait une proposition de loi pour éviter les licenciements abusifs. Oui, tout à fait. L'ensemble des élus a voté cette proposition de loi. C'était le 6 avril dernier. Elle vise à interdire pendant toute la durée de la crise les licenciements abusifs et à rendre obligatoire le télétravail sur les postes qui le permettent. Alors là, nous avons déjà l'accord de principe du gouvernement. Le gouvernement s'est engagé à déposer un projet de loi donc pour donner un cadre législatif à ces mesures. Par contre, nous ne l'avons pas encore, ce projet. Donc nous allons demander bien sûr demain au gouvernement de le déposer dès que possible pour que cela devienne la loi de la principauté. Il y a vraiment un besoin d'une loi. J'ai l'impression que finalement les employeurs là s'y sont résolus. Dans les faits, c'est déjà appliqué. C'est largement appliqué, mais pour autant, seule la loi donne la garantie absolue que ce soit appliqué à tous et surtout met en place des sanctions contre une infime minorité qui ne voudrait pas comprendre le bon sens et appliquer avec humanité les règles en cette période très compliquée pour tous. Stéphane Valéry, un tout dernier mot sur le déconfinement. Beaucoup de pays pourraient adopter des approches différentes, avec des phasages différents. On a vu que dans le confinement, Monaco a beaucoup suivi, parce que nous sommes imbriqués, enclavés dans le territoire français, on a beaucoup suivi l'approche française. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un modèle monégasque ? C'est souhaitable en tout cas, et nous à notre place, on essaiera bien sûr d'y contribuer au sein du comité mixte. C'est vrai que des petits États en Asie ont distribué depuis longtemps et massivement des masques. Je me réjouis qu'aujourd'hui ce soit aussi le cas à Monaco. L'Islande, vous savez, j'entretiens des relations personnelles avec les présidents des parlements des petits États d'Europe. L'Islande a massivement pratiqué les tests depuis avant même que le premier cas positif soit déclaré dans l'île. Donc oui, nous devons travailler à une stratégie de déconfinement qui relève bien sûr des prérogatives du gouvernement. Nous donnerons notre avis, nous serons vigilants. Nous souhaitons bien évidemment que nous ayons un modèle de déconfinement, que Monaco soit un modèle de sortie de crise, mais il ne faut pas se le cacher. Le débat est très complexe. Certains trouveront que nous allons trop vite par rapport à la nécessité de protéger la population au niveau sanitaire. D'autres trouveront dans les milieux économiques, peut-être pour certains, qu'on ne va pas assez vite en relançant l'économie. Il y a un équilibre complexe qui va être à définir et nous ne sommes pas obligés de suivre systématiquement la France. Bien sûr qu'il y a une imbrication de nos territoires qui rend un certain nombre de suivisme indispensable, mais pas toujours. Prenez l'exemple de l'éducation nationale dont on me parle tous les jours depuis quelque temps. Bien sûr que pour les classes qui vont passer des examens, pour les terminales, les premières, les BTS ou le BEPS, les troisièmes, il faut suivre les règles françaises puisque nous avons des examens en fin d'année identiques aux français. Mais pour beaucoup d'autres classes, notamment dans le primaire, on n'est pas forcément obligé de faire la même chose que la France. Monaco est capable, par sa taille, par ses moyens, par sa réactivité, d'avoir sa propre politique dans un certain nombre de domaines. Et chaque fois que la souveraineté de Monaco est affirmée, le Conseil national applaudit. Merci Stéphane Valéry, président du Conseil national, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous Yann Anthony, merci beaucoup. La séance du Conseil national sera retransmise dans son intégralité ce mardi à partir de 17h sur l'antenne télévisée de Monaco Info. Votre émission Monaco face au Covid-19 sera donc diffusée dans la foulée. Ça risque d'être un peu tard, mais nous honorerons malgré tout notre engagement de vous informer à 19h sur Internet, monacochannel.mc. Voici maintenant le best-of des réseaux sociaux.
peux pas lui faire la bise comme ça. Non. Pourquoi? Sinon tu veux attraper la maladie, ou tu veux attraper le coronavirus, ou tu veux tousser. Non. Alors maintenant tu veux plus jamais la bise à quelqu'un. Même à tes copains, même à tes copines. Alors je pense qu'il est peut-être l'heure d'aller au lit là. Quel quartier de Monaco fera le plus de bruit en hommage aux héros de cette crise? Ce lundi soir à 20h pour la Battle des immeubles, nous serons au Larvoto en face de l'Estoril. Demain soir, nous serons boulevard de Belgique au niveau de la rue Bozio. N'hésitez pas à vous filmer et à partager les images sur le réseau Malizia sur Facebook pour que nous puissions à notre tour les diffuser sur Monaco Info. Sortez les vuvuzelas, les casseroles, faites du bruit. Tous ceux qui sont en première ligne face à cette crise comptent sur vous. Monaco face au Covid-19, c'est votre programme. À vous de nous alimenter en rejoignant le réseau Malizia et à nous de vous informer 7 jours sur 7 à 19h tout le temps de cette crise. À demain sur Monaco Info.